Alors, bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette table ronde autour des rapports entre neurosciences et Kabbale, constituant un véritable thème fondamental des études contemporaines, dont les directions et développements restent à mettre en place et en perspective de recherche. Nous proposons aujourd'hui cet espace de discussion à l'occasion de la parution de l'ouvrage de Moshe Idel et Shahar Arzi, Kabbalah, a Neurocognitive Approach to Mystical Experiences. Et en avons invité les auteurs, dont le professeur Moshe Idel, expert éminent des études sur la mystique juive de l'Université de Jérusalem, et Shahar Arzi, figure des neurosciences cognitives et neurologue. Nous avons aussi l'honneur de pouvoir discuter de notre sujet avec des spécialistes en neurosciences, tels Madame Greti Myrdal, directrice de l'Institut d'études avancées de Paris, ainsi que professeure de psychologie à l'Université de Copenhague, que je remercie pour avoir encouragé mes recherches et avoir soutenu mes recherches pendant ma résidence à l'Institut d'études avancées. Et le docteur Lionel Nakache, neurologue, professeur de médecine à la Pitié-Salpêtrière, qui a consacré des études à la lecture neuroscientifique du Talmud, et dont 4 exercices de pensée juive pour cerveau réfléchi, et un sujet en soi, les neurosciences, le Talmud et la subjectivité. Et donc, je remercie tous les orateurs et les participants à cette table ronde. Donc, on a choisi un titre, Neurosciences et Kabbale, un dialogue possible, pour solliciter une interrogation profonde à propos de ces nouvelles perspectives de recherche. En fait, est possible un dialogue entre ces domaines si différents, donc les neurosciences et la Kabbale, et donc les sciences du cerveau, la science du cerveau et la mystique religieuse. La table ronde sera ainsi structurée, une introduction où je discuterai l'ouvrage de Moshe Idel et Shahar Arzi en proposant des pistes de lecture. Une deuxième partie dont le titre sera Note en marge à Kabbalah Neurocognitive Approach to Mystical Experiences, dans lequel les auteurs Moshe Idel et Shahar Arzi évoqueront la naissance de l'ouvrage, les recherches et réflexions dans ce moment qui pourra être considéré comme une postille, une glose en marge du livre. Et la troisième partie, la pensée juive et l'expérience mystique à la lumière des neurosciences, donc de la Kabbale à la pensée juive, mot curieux, comme vous l'avez défini, M. Nakache, et au phénomène extatique, en passant à travers la recherche médicale. Dans cette troisième partie, qui sera introduite par Madame Greti Myrdal, Lionel Nakache se plongera dans la littérature talmudique afin de nous offrir une lecture alternative à la lumière des neurosciences. Et donc, en particulier, le docteur Nakache nous invitera à réfléchir sur un passage du Talmud, Berakot 9b, à la recherche de la subjectivité. Donc ma première partie, l'introduction à l'ouvrage que vous pouvez voir ici, Kabbalah, a Neurocognitive Approach. Donc, en tant que chercheuse dans le domaine de la Kabbale chrétienne, à laquelle j'ai dédié depuis des années mes études, j'étais fascinée par cette nouvelle perspective de recherche que Moshe Idel et Shahar Arzi ont proposée dans ces volumes. Le mot Kabbale, qu'en hébreu signifie réception, de la racine Kof Bet Lamed, est utilisé pour indiquer une riche littérature mystique qui s'est développée à partir du IIe siècle. Cette expression de la pensée juive, constamment liée à la transmission-réception de la révélation biblique dont elle constitue l'interprétation pouvant éclairer ses abyssaux et inépuisables secrets, introduit l'homme au mystère du monde, de la divinité et de sa manifestation dans la création. Considéré à la fois comme ésotérisme ou mysticisme, définition en fait insuffisante à définir et à déterminer la spécificité de ce courant de pensée, et qui ont causé souvent des malentendus, cette littérature exprime à travers des images, des symboles, des métaphores, des allusions, des références en direct, l'attention de l'homme vers le divin. Donc, aborder les expériences mystiques
ressortant du domaine de la Kabbale, et en particulier de certains courants de la Kabbale. Les auteurs, en fait, ont fait référence à plusieurs kabbalistes dans leur ouvrage, par exemple Abraham Abulafia, Nathan Ben Sadi Harar, Isaac Dacre, Yehuda Ben Nissim Ibn Malka et Chaim Vital. À travers les prismes, donc aborder la question de la Kabbale, à travers les prismes des neurosciences, nous apparaît comme une proposition innovatrice et originale. De fait, en faisant intervenir la recherche médicale, donc neurologique, neuropsychologique et psychologique, pour éclairer les processus neurocognitifs et la vie mentale des kabbalistes, on a la possibilité d'interroger un sujet oublié. Et ce sujet, c'est en fait le cerveau, en valorisant les mécanismes mis en œuvre pendant les ravissements humains dans l'élan vers le divin. Cet élan est caractérisé par des phénomènes extatiques auxquels les auteurs ont dédié leur étude. Le mot extase, en fait, vient du grec extasis, perturbation ou état d'étonnement de l'esprit. Il est dérivé du verbe existemi, faire sortir ou sortir du soi, et indique un état de ravissement de l'esprit où l'homme est transporté hors de lui-même. Comme le remarquent justement les auteurs, dans la littérature kabbalistique, et en particulier dans la Kabbale prophétique, l'out-of-body experience est souvent attestée et comporte différentes manifestations, parmi lesquelles on peut faire référence à la sortie du corps, à l'autoscopie, au trance et à la possession. Ce genre de phénomène manifeste toujours une altération des fonctions neurocognitives reliant le soi au corps. Par exemple, dans l'autoscopie, le mystique a une perception du soi séparé du corps, un soi dédoublé dans un autre corps, et dans l'autoscopie, qui est un stade intermédiaire entre l'autoscopie et l'out-of-body experience, on remarque un problème de localisation du soi. Ces phénomènes sont souvent décrits du point de vue de la vision, à laquelle le mot autoscopie fait précisément référence. Dans la littérature kabbalistique, on peut repérer des exemples très variés et hétérogènes d'out-of-body experience, d'autoscopie et d'autoscopie, dont un des plus intéressants, cité par Moshe Hillel et Sharazi, est offert par Abraham Abulafia, un kabbaliste du XIIIe siècle qui a donné naissance au courant de la Kabbale prophétique ou extatique. La pensée d'Abulafia, que M. Moshe Hillel a considérée anthropocentrique et anomique, offre des témoignages précieux sur les expériences mystiques. L'étude menée par Hillel et Arzi est axée sur l'examen des techniques envisagées dans les œuvres d'Abulafia pour atteindre l'état de ravissement extatique. La méthodologie utilisée pour examiner la pensée de ces kabbalistes permet de faire parler les corps, en mettant en lumière les fonctions mentales activées par l'extase. Cette méthodologie, qui est axée sur la notion d'expérience, permet de reproduire aujourd'hui ces manifestations chez les patients neurologiques. Les techniques extatiques décrites dans les traités d'Abulafia sont constituées et définies par l'usage des lettres de l'alphabet hébreu et de leurs combinaisons et permutations dans une typologie de méditation dont le but est l'apparition d'une forme humaine qui est souvent le double du mystique. Les auteurs évoquent les 3 étapes de la méthode d'Abulafia qui comportent l'écriture de différentes combinaisons de lettres, des chants, les techniques de respiration et finalement la visualisation de l'image humaine. Pour expliquer la complexité et la richesse de la Kabbale abulafienne, je voudrais vous lire un passage très significatif que les auteurs ont cité dans le volume. And wave letters with their forms are called the clear mirror, for all the forms having brightness and strong radiance are included in them. And one who gazes at them in their forms will discover their secrets and speak to them, and they will speak to him.
and they are like an image in which a man sees all the forms standing in front of him, and then he will be able to see all the general and specific things. La lecture de ces passages de Imre Schaeffer, à la lumière des sciences neurocognitives, permet d'apprécier les étapes fondamentales de l'expérience mystique en tant que phénomène d'autoscopie. Concentration, visualisation et dédoublement. L'expérience du dédoublement, par exemple, est évidente dans un autre passage dans lequel Abulafia évoque l'apparition d'un homme qui répond aux questions du kabbaliste. And sit as though a man is standing before you and waiting for you to speak with him, and he is ready to answer you concerning whatever you may ask him, etc. La combinaison des lettres et les exercices de respiration favorisent l'apparition du double, et donc la vision et les sons causent dans les mystiques une transformation. En fait, Abulafia, je cite la traduction des auteurs, dit dans un autre passage « I became another man ». Donc, je deviens un autre homme. Et donc, un autre qui partage les mêmes soins avec un autre corps. Donc, un dédoublement. En examinant les œuvres d'Abulafia, les auteurs prennent en considération une autre typologie d'extase qui est probablement la plus connue dans la littérature mystique. Je fais référence donc à la mystique, à l'extase unitive. Cette forme de ravissement d'origine néoplatonicienne est caractérisée par un détachement de l'âme du corps qui culmine dans l'union avec la divinité. Et en langage abulafien, qui est d'origine aristotélicienne, cette ascèse correspond à l'union de l'intellect humain avec l'intellect agent. Pour atteindre cet état, il faut que l'âme se sépare du corps à travers des techniques appropriées, comme par exemple la combinaison des lettres citées ci-dessus. Cette typologie d'extase m'a beaucoup intéressée pour les études que je développe sur la Kabbale chrétienne. Jean-Pic de la Mirandola, en fait, auquel on attribue la naissance de la Kabbale chrétienne à la fin du XVe siècle, élabore, sous la foulée d'Abulafia, une notion d'extase unitive qu'il appelle mors osculi, la mort du baiser. L'homme noumen revêtu de chair et de pique est justement l'exemple d'une métamorphose intellectuelle dans laquelle les changements progressifs se réalise comme une intellectualisation de la nature humaine. Et Pique évoque souvent des métamorphoses, et donc des transformations, et sont la transformation d'Enoch en Métatron et la mors osculi, qui est achevée dans les rates intellectuelles. Et donc, cette mort, qu'il appelle Binsika, et la métamorphose en Malach Shekinah, ou ange de la divinité, permettent d'expliquer cette condition mystique extatique. La mort du baiser, souvent évoquée par Pique, comporte que l'homme se détache de sa dimension corporelle sensible et se soulève par un élan intellectif jusqu'au monde angélique. Cette mort, dans laquelle s'achève l'amour pour Dieu, n'est que telle dans la vie sensible, mais dans la vie la plus parfaite, elle se constitue comme une nouvelle naissance. C'est à travers cette naissance, l'homme naît de nouveau avec cette métamorphose. Et le retour donc au principe est en effet un exercice mystique, un exercice extatique. Dans cette typologie d'extase, il y a deux étapes. La première, que Pique appelle première mort et deuxième mort. Donc, la première mort est celle dans laquelle l'âme, en se détachant du corps, maintient ses fonctions vitales. Donc, c'est l'état végétatif, en fait. Et une deuxième mort dans laquelle, en se détachant du corps, l'âme rejoint la divinité. L'extase unitive, prise en considération par les auteurs en langage neuroscientifique, correspond à l'out-of-body experience, à une dimension de l'esprit dans laquelle
on dépasse les ordinaires états de la conscience et on fait expérience de la sortie du corps, de ce qu'on appelle le disembodiment. Comme les auteurs le remarquent, l'expérience d'autoscopie et d'out of body ont été repérées chez des patients qui sont atteints de lésions au cerveau, souvent épileptiques, ou dans les hémisphères temporopariétal ou dans le cortex occipitotemporal. L'activation de certaines aires du cerveau peut aider dans la compréhension de ce phénomène. Un dernier aspect pris en considération par les auteurs est la dissociation pendant l'état de transe et dans la possession, que dans la littérature juive sont appelés respectivement Maggid et Dibuk. Les Maggid fait référence à l'entité céleste qui capture les kabbalistes, en lui révélant les mystères et les secrets les plus cachés, et les Dibuk, par contre, indiquent la possession par un esprit mauvais. Ces expériences, à la lumière de l'approche neuroscientifique, présentent une altération de la mémoire et une dissociation dans les soi. Par exemple, chez Joseph Caro, un kabbaliste du XVe siècle, le Maggid est la Mishnah qui descend sur les kabbalistes. Si dans l'autoscopie et l'autoscopie, il y a deux corps et un soi, dans les trans et la possession, le soi est dédoublé à l'intérieur d'un seul corps. Donc il y a deux soi. En guise de conclusion, la recherche proposée dans le volume Kabbalah and Neurocognitive Approach to Mystical Experiences donne la possibilité d'examiner la Kabbale d'une autre perspective et de considérer, comme le remarquent les auteurs, the ecstatic Kabbalah mystics as early pioneering experimental models in the investigation of the philosophy of mind and the cognition of the human self. Je vais considérer cette approche comme une ouverture sur l'expérience, sur l'exercice de la mystique. Les auteurs mettent en lumière cette dimension expérientielle de leur étude. En fait, la recherche sur la mystique en tant qu'expérience vécue du kabbaliste permet de considérer l'extase, la transe et la possession comme des phénomènes empiriques qui peuvent être étudiés et reproduits à l'aide de nouvelles technologies utilisées dans le domaine des neurosciences, dont par exemple l'IRM et la stimulation de certaines aires cérébrales. Donc je voudrais encadrer ce volume à l'intérieur de la dimension de la pratique et faire référence à la notion de connaissance ergétique déjà utilisée par Moshe Idel, par M. Moshe Idel, dans ses études sur les golems. Ce mot, en fait, a été utilisé par Moshe Idel pour indiquer une connaissance obtenue grâce à l'action, dans laquelle l'action vise à l'accomplissement de la connaissance. Et la recherche neuroscientifique proposée dans ce volume peut être considérée en fait comme une connaissance ergétique, qui a son origine dans l'expérience et qui, dans l'expérience, repère les coordonnées pour interpréter les signes du corps dans l'élan vers le divin. Donc, je vous remercie. J'espère d'avoir donné des pistes de lecture. Et maintenant, je vais donner la parole à M. Idel et à M. Arsi, qui nous montreront le développement de leurs recherches. Nous expliquerons en fait, je sais que M. Arsi nous montrera des images de la dissociation des patients. On va voir. Merci. La réponse à la question s'il y a un dialogue possible est que je ne sais pas. Mais c'est clair qu'il a été un dialogue entre moi et Shachar Arsi. C'était un dialogue entre une petite part de la Kabbale, une petite part de neurocognitive science. Si c'est bon ou non, c'est une autre chose. Mais le seul réponse à la question est que nous devons aborder une approche très modeste. Ce n'est pas la Kabbale, ce n'est pas un grand dialogue, c'est un dialogue très modeste. Et j'espère que ce dialogue modeste est aussi correct, mais c'est une autre chose. Pour moi,
Et la première phase de recherche dans le doctorat, de thèse de doctorat, a été Abraham Aboulafia. Et c'était un moment intéressant que j'ai décidé de ne pas écrire un chapitre sur la théologie d'Aboulafia. À presque toutes les recherches sur la Kabbale, il y a un type de schéma. C'est la théologie, et après l'angélologie, les sphirotes, etc. C'est un type de théologie appliquée à la Kabbale. Je ne me souviens pas pourquoi j'ai décidé de n'écrire ce type de chapitre, la théologie d'Aboulafia, mais j'ai été intéressé plus dans autres aspects d'Aboulafia, dans la technique mystique d'Aboulafia. C'est parce qu'une grande part de la doctorat est sur les mystiques, sur les techniques. C'était quelque chose d'intéressant dans le moment quand j'ai insisté de comparer les techniques d'Aboulafia avec les autres types de techniques mystiques. Et c'était immédiatement clair pour moi que nous avons des autres types de mécanismes. Je voulais faire donc ce type de caractérisation d'une façon simple. Les techniques d'Aboulafia, aussi des autres kabbalistes, mais ce n'est pas tous les kabbalistes, sont non contemplatifs. C'est, je crois, un point très très important, que le Kabbale qui a été, en fait, une littérature qui a été écrite dans l'Ouest, a refusé d'adapter de techniques mystiques contemplatives ou méditatives. C'est-à-dire que c'était toujours un type de technique dynamique et qui était plus proche, je crois, à des techniques hindoues qu'à des techniques chrétiennes occidentales, un peu plus proche à les techniques de chasichasme, c'est-à-dire le christianisme orthodoxe. Et pour moi, ce type de question était intéressant, mais j'ai essayé de donner une diagnose et un peu liée à la néurologie, mais c'était fausse. J'ai essayé de donner des explications liées de recherches de Tarde, etc., mais c'est clair pour moi maintenant que c'était un résultat, c'était un échec. Mais c'était intéressant que le problème de la technique a revenu dans notre recherche que j'ai écrit presque tout le temps. Et c'est exactement le moment intéressant que l'intersection entre Shachar et moi a devenu plus intéressant pour moi, du point de vue kabbalistique. Qu'est-ce que c'est la Kabbale? Nous savons que la Kabbale est une littérature. La Kabbale est peut-être une mystique, peut-être un phénomène historique, peut-être un phénomène social, peut-être un phénomène magique, un phénomène sémiotique, si vous pouvez lire Umberto Eco. Il s'intéressait dans la sémiotique. Il y a de différents aspects de la Kabbale. Il y a des dimensions qui sont très, très différentes, mais toutes les dimensions sont importantes pour comprendre la Kabbale. C'est parce qu'il n'existe pas la Kabbale, il existe toujours des phénomènes très spécifiques. Et dans le cas dans lequel la technique a devenu plus importante, aussi des autres types de questions ont arrivé. Ce n'est pas le même problème comme qu'est-ce que c'est la nature de Dieu, qu'est-ce que c'est exactement l'union mystique. Et la chose est, quelle est la voie? Et avant 15 années, j'ai donné une série de conférences à Collège de France sur le sujet les voies
de la voix. C'est-à-dire, la technique, ce n'est pas simplement une technique mystique générale, mais c'est toujours lié à la voix. Et ces boutades, la voix de la voix, c'était intéressant qu'il y a un point très très important ici, que la voix a devenu en fait une manière d'accélérer les activités mentales qui est très différente de la contemplation, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose de fixe, statique, et quelqu'un doit se concentrer sur un sujet fixe. Dans le moment que la voix, ou la sonorité est plus importante, le sujet immédiatement est différent. C'est quelque chose qui est flexible, fluide, vite. C'est un autre type d'opération mentale. Et je crois qu'ici, nous pouvons voir une dichotomie dans la mystique occidentale, chrétienne, qui est devenue très, très proche à la vision néoplatonique, et les techniques orientales, malgré le fait qu'Aboulafia a été occidental, elle était accidentale. C'était un accident. Mais du point de vue de la technique, il a été oriental. Et je crois qu'ici, il y a un phénomène intéressant du point de vue culturel, que dans la scène de la mystique occidentale contemplative, méditative, qui se concentre sur quelque chose de visible, qui est statique aussi, nous avons un autre courant qui est très, très différent. Je ne parle pas de différence théologique, c'est n'a pas de problème d'iconisme, etc. Je crois que c'est marginal. Je crois qu'ici, il est quelque chose de plus proche à l'anthropologie. Qu'est-ce que c'est le phénomène humain? C'est simplement la façon visuelle, littéraire, textuelle, ou c'est un type de accéléré, en fait, par la voix, accélérer l'activité mentale. C'est parce que je suis intéressé dans le dialogue avec Shachar. Que ici, c'était une autre approche, inconnue dans les études de la Kabbale, mais qui peut donner une réponse à une dimension que je crois était intéressante dans l'histoire de la Kabbale. Et c'est une explication pourquoi la Kabbale avait une influence dans une religiosité juive qui a été très vocale. Le rite le plus important, sont rites vocaux, prière, étude de la Torah, qui sont vocales, pas mentales. Pas mentales. Et pour Aboulafia, c'est accéléré, en fait. Le rite vocal qui se trouve dans le sein du judaïsme, d'une autre manière. Et c'est la réponse s'il est possible un dialogue. Pour le moment, c'était possible. Mais je ne crois pas que nous devons appliquer tout ce type de dialogue à tous les autres aspects de la Kabbale. Peut-être que autre type de pensée sur le tome de la Kabbale, etc., peut inviter un autre type de collaboration. En tout cas, pour moi, c'était une expérience personnelle, pas mystique, de voir que les choses que j'ai été intéressé pour quelques décades ont aussi un autre statut presque ontologique. C'est-à-dire, oui, il y a quelque chose de parallèle qui existe dans le laboratoire. Il peut être répété.
Et Aboulafia n'était pas un type si bizarre, totalement bizarre. Mais il y a des types d'insights qui sont importants aussi du point de vue plus général que la mystique juive ou la kabbale extatique. Et il y a des dimensions, je ne crois pas que c'est toujours le fait dans l'histoire de la kabbale, que nous pouvons d'une façon ou d'une autre expliquer, vérifier, répéter. Et peut-être avoir un autre insight dans le phénomène humain en général. J'espère que c'est une part de le dialogue. Pour Shachar, c'est une totalement autre part du dialogue. Il a été mon élève avant, je ne me souviens pas, quelques années, mais il a dévié. Maintenant, je suis intéressé de voir comment la déviation a contribué à une autre vision des choses que nous avons discutées. Merci beaucoup pour l'invitation. Bon après-midi. D'abord, merci beaucoup pour l'invitation, Flavia, Madame Professeur Myrdal. En fait, Moshe, il ne m'arrête jamais de me faire étonner. Comme ce matin, par exemple, on a pris le petit-déj, il avait un peu de problème de commander un œuf poché ou quoi, donc il a commandé un omelette. Alors je dis, bon, bien sûr qu'il va parler ici l'anglais, comme ça je ne dois pas préparer la conférence en français. Et puis, Moshe, il ne vit pas dans les œufs pochés, il vit dans les séphirotes. Il arrive ici et il donne une conférence dans un français fluent incroyable. Alors, maintenant, je dois faire aussi l'effort et donner la conférence en français. Si je fais trop de fautes, alors Lionel, tu me donnes un petit signe et on passe à l'anglais. Et voilà. Donc, je vais commencer avec un petit papier qui a été publié en fait cette semaine sur un patient normal en origine de l'Afrique du Nord. Il pratique un petit peu la religieuse, mais il n'a pas un intérêt religieux très profond. Voilà. Il travaille dans une usine quelque. Et puis, il a une épilepsie pour longtemps. On peut voir ici, ça c'est un morceau de son cerveau. Et ici, vous pouvez voir cette chose un petit peu plus blanc là, ça s'appelle une sclérose temporale qui c'est l'origine de son épilepsie. Et puis, ça c'est un IRM. Et ça, ici, vous pouvez voir son EEG pendant une crise partielle qui commence à cet endroit-là, le lobe temporal droit. Et puis, il avait plusieurs crises d'angoisse et il a été référé à notre hôpital pour un bilan peut-être pré-chirurgical, un bilan surtout pour voir si c'est une crise d'angoisse, ça que les gens appellent psychiatrique, ou une crise épileptique. On a trouvé que c'était épileptique, on a donné du traitement anti-épileptique, tout va bien. Et puis, 8 heures après qu'on lui a donné le traitement anti-épileptique, et juste quelques heures avant qu'il est sorti de l'hôpital, il y avait cet événement-là. Alors, on peut voir. Alors, il voit quelque chose, il cherche quelque chose à droite, il trouve un pied de toilette, en fait, c'est pas ça qu'il a cherché. Il trouve son kippa, il l'a mis tout de suite sur la tête, et il commence à prier. Voilà, et il déclare qu'il voit Dieu, et puis il parle avec le Dieu. Tout de suite après, il est sauté de son lit, il a déchargé tous les électrodes qu'il avait, et il a dit que lui, c'est le Messie, et il va amener la rédemption au peuple d'Israël. Il a commencé avec son voisin dans la chambre. En fait, c'était un Palestinien, parce que dans l'hôpital d'Adassa à Jérusalem, on traite 50%
de patients, c'est des Palestiniens, 50% des infirmières, 33% des docteurs. Ce Palestinien-là, il n'était pas très convaincu, surtout qu'il n'a pas parlé l'hébreu. Donc, il a sorti de sa chambre et puis commencé à marcher dans le service. Pas beaucoup réussi, les gens m'appelaient. Alors, j'ai vu c'est quel cas-là, c'est un grand homme, c'était un petit peu peur. Je lui ai demandé, alors, qu'est-ce que vous allez faire? Il a dit, bon, je ne sais pas encore, je vais amener la rédemption. J'ai dit, comment? Il a dit, bon, c'est Dieu qui va me dire. Ok, ça c'est quelque chose, ça c'est une réponse qu'on ne peut rien dire. Donc, à lieu de faire ça, je lui ai donné un olanzapine, c'est une neuroleptique. Dans 1 ou 2 jours, il est revenu à sa situation originale. Et c'est la raison pour laquelle on est là et pas à Jérusalem avec le Messie. Donc, c'est ma faute, ou soit la faute de Olanzapine. Mais il a devenu un Messie, il avait cette révélation au-dessus d'un EEG. Donc avec un EEG, on a enregistré l'activité de son cerveau quand il a fait cette révélation, quand il a fait cette délusion de grandiose messianique ou conversion. Et puis, on a pourrait prendre l'activité de son cerveau, l'activité comme c'est réfléchi dans l'EEG, et comparer son activité pendant la conversion et son état normal. Et ça qu'on a trouvé, c'est qu'il y a un endroit spécifique qui se trouve ici sur le cortex orbitofrontal de l'hémisphère gauche, qui est actif pendant cette révélation, qui a réagi à cette révélation. Qu'est-ce que ça va nous indiquer? Ça, on va voir dans quelques minutes. Mais d'abord, c'est la question. Qu'est-ce qu'on a vu ici? Est-ce que c'est une expérience messianique? Il y a un joli livre qui s'appelle Messianic Mystics, peut-être a été aussi traduit en français. Est-ce que c'est quelque chose, en fait, c'est une psychose, quelque chose de psychiatrique? Est-ce que c'est lié à l'épilepsie? Donc, l'expérience, c'est une expérience épileptique. On a plusieurs expériences qui, en fait, sont un signe d'une épilepsie. Est-ce que c'est quelque chose qui est lié à cet endroit spécifique dans le cerveau qui s'appelle le préfrontal cortex, soit le medial temporal ou l'origine, soit la conversation entre ces deux endroits? En fait, tout ensemble, il tombe dans la définition qu'on s'appelle cognition, parce que le trouble cognitif, c'est la neurologie, le trouble cognitif, c'est aussi la psychiatrie, le trouble cognitif ou le phénomène cognitif, c'est aussi la religion, donc le messianisme, donc la motivation de faire un leadership. Et puis, l'enregistrement cérébral, c'est juste un outil qu'on peut utiliser dans la science. Alors, il y a plusieurs approches aux mystical experiences. On peut parler des approches théosophiques, historiosophiques, sociales, mais la contribution de Moshe, surtout en recherche des mystical experiences, c'est l'approche phénoménologique. Et nous, dans le livre, on fait une étape de plus. On essaye d'y aller de la phénoménologie aussi au niveau cérébral, parce que ça que tout le monde a, c'est le même cerveau, on croit. Et puis, j'espère que c'était quelque chose qu'on peut... C'est une hypothèse assez valable. Donc, la phénoménologie, c'est aussi une chose qu'on utilise beaucoup en neuropsychiatrie. Dans l'épilepsie, on l'appelle sémiologie. On voit ce que le patient il fait pendant la crise épileptique et on sait où on doit faire l'opération. Donc, si on peut opérer par la sémiologie, pourquoi on ne peut pas faire ici un petit bouquin de 108 pages? Alors, on va voir maintenant quelques patientes.
j'essayais, comme dans le livre, comme Flavia a dit, on fait l'autoscopie et la dissociation. Donc, je vais juste courtement vous montrer ce que vous ne pouvez pas lire dans le livre, c'est-à-dire les images des patients. Et puis, tout le reste, alors si ça vous intéresse, il est dans le livre. Il est même disponible dans quelques sites internet indiens gratuitement. Alors, c'est une patiente que j'ai rencontrée un jour à Jérusalem. D'abord, peut-être on va écouter la patiente et après je vais vous expliquer. Elle parle en hébreu, il y a des sous-titres en anglais. איך נראה ההתקף שלך? התקף מתחיל בהפסקים צבעוניים, אדום, צהוב, כחול, לבן, ירוק, מכל הכיוונים בדרך כלל. אני רואה בן אדם כזה מתאבד, פרצוף של בן אדם מתאבד. אני לא יכולה להגדיר מיהו, מהו, אני יודעת שזה גבר, אבל אני לא יודעת מי זה. איפה הוא נמצא? מול הפנים שלי, אני רואה אותו. אני רואה אותו מול הפנים שלי, זה עניין של כמה שניות, ואז אני מתנתקת. את יכולה להגיד לי, נגיד, מאיזה מוצא הוא, אשכנזי? לא נראה לי. לא יודעת, הוא לא דיבר איתי. אבל הוא נראה מזרחי. נראה מזרחי, ובן כמה הוא בערך? בסביבת גיל 40, 50. ויש לו איזה שיער? יש לו שיער ארוך, שיער קצר? שיער ארוך. אבל הוא גבר. כן. ויש לו שפם, זקן, משהו כזה? לא. אבל יש לו תווים גסים של גבר. כן. זה לא נכון לדעת שזה גבר. ואיזה צבע עיניים יש לו, את חושבת? הצבע של השיער? גם כן, שחור. ובאיזה גובה הוא בערך? מה הגודל שלו? את הגובה אני לא ממש רואה, אני יותר רואה את הפנים. אוקיי. הוא חייך לי כזה, הוא עושה לי פרצופים. כן, הוא נחמד? לא, בא להעביר סתירה, לך מפה. אבל הוא מפחיד? הוא מפחיד? הוא לא מפחיד, הוא מציק, הוא כזה, הוא בא לי בפנים, מה? ואם נניח את שוכבת פתאום, אז מה קורה לו? הוא עולה באוויר יחד איתך? הוא נשאר מולך? אם את משנה תנוחה. עד שאני לא מתנתקת, הוא תמיד איתי. ואם את משנה תנוחה, מה קורה לו? לא יודעת. אם את זזה, הוא זז יחד איתך? כן, כן, כן. כן. טוב. והוא תמיד באמצע מולך? באיזה מרחק בערך? ממש היה מולי. אבל באיזה מרחק ממך? מרחק נגיע. אני לא יודעת אם הוא מולי או שהוא בתוך הראש שלי. Alors, ça c'est une jeune femme qui est venue à l'hôpital dans un état assez grave de l'épilepsie. Elle habite à Eilat, c'est n'importe où en Israël. Et puis, donc, quand elle avait une crise épileptique, un status épilepticus, elle était amenée à Jérusalem. Et puis, elle a souffert toujours des expériences bizarres qu'elle voit des hommes. Elle est allée chez un rabbin, et là, il a dit, bon, vous êtes sacré, vous voyez les anges. Et j'en dis, bon, voilà, elle est sacrée, elle voit les anges, tout va bien. Après, elle est allée à l'armée. Et qu'est-ce qu'ils font à l'armée aux premières semaines? Ils font une nuit blanche. Une nuit blanche, alors ça sort les épilepsies chez les épileptiques, ils l'emmènent toujours à l'hôpital. C'est la raison pour laquelle il faut savoir de ne pas être en garde aux premières semaines de l'armée. Lionel, si jamais t'arrive. Donc, et aussi la schizophrénie, ça sort. Donc, elle avait une crise d'épilepsie, elle est arrivée à l'hôpital, elle a reçu un traitement. Et après, ça a été grave et pire. Et finalement, elle est venue chez nous. Donc, cette description-là, la description, ce n'est pas d'une autoscopie, ce n'est pas elle-même, elle ne dit pas, mais par contre,
Et je pense, Aiklane, que c'est elle-même qu'elle voit. Comment je sais ça? On peut dire. Alors, elle dit que c'est un homme, donc ce n'est pas elle. Mais si on écoute bien, alors, par exemple, cet homme a des cheveux longs. Alors, ici, il y a quelques hommes. Il n'y a pas beaucoup d'hommes, malgré que c'est Paris, les gens, tous les artistes, voilà, mais les gens ici en général, ils n'ont pas de cheveux longs. Et elle dit ça tout de suite. Toutes les autres descriptions, c'est comme elle, la même origine, la même couleur de cheveux, la même couleur des yeux, la même hauteur. Si elle bouge, il bouge avec elle. Et elle dit qu'elle est dans elle, juste à côté d'elle. Donc, et ça, c'est quelque chose qu'on voit souvent chez les gens avec l'autoscopie, que d'un côté, ils décrivent elles-mêmes, d'autre côté, ils ne disent pas que c'est eux-mêmes, ils disent parce que c'est bizarre de voir nous-mêmes autour de nous. Et comme je l'ai dit, aux années 99, 2000, 2001, 2002, j'avais l'honneur d'être un élève de philosophie à Moshe, professeur Yuda Libes à Jérusalem. Je devais être à l'école de médecine. Au lieu d'être là-bas, je suis arrivé à l'école de médecine juste pour faire les examens et tous les autres temps, j'étais en philosophie, des raisons. Et puis, j'ai lu les livres de Moshe, même son doctorat, que c'est un livre incroyable. Et je dis, ouais, en fait, la même chose que cette dame, elle me raconte, et les autres patientes, on trouve dans ce livre. Alors, qu'est-ce que ça indique? Est-ce que ça indique que cette dame, c'est une mystique? Est-ce que ça indique que les mystiques sont épileptiques ou quoi? Et si on regarde ce tableau fameux de Picasso, on voit aussi que c'est une otoscopie, c'est une dame dans le miroir. Par contre, c'est pas exactement la même image, pas la même couleur, pas le même nez, pas la même... Donc aussi cette notion d'autoscopie pas identicale est intéressante. Même dans la philosophie, on trouve chez Nietzsche, on sait vom Freunde, sagst du deinen Freund, sonst schlafen, was ist das Geschicht deines Freundes? Es ist dein eines Geschicht auf einem rauen und unvollkommenen Spiegel. Même dans le miroir, mais ce n'est pas un vrai miroir, c'est un miroir cassé et dégueulasse. Donc, même le freund, l'ami, ce n'est pas l'ami, c'est toi-même, mais dans un miroir qui dévie un petit peu l'image. Donc, ça qu'on voit dans ces patientes-là, c'est quelque chose qui est même plus profond et qui peut servir à une grande philosophie comme celui de Nietzsche. Alors, comment on met tout ça ensemble, ces philosophes, les mystiques, la patiente? Alors, et ce n'est pas qu'à Jérusalem que vous pouvez dire, bon, c'est une ville assez... Il y a peut-être des types bizarres là. Et ça, c'est un Genevois de base. Voici donc la description de ce qui s'est passé le mercredi soir 26 septembre 2001. C'était vers les 21h à peu près. J'étais assis dans le fauteuil du salon après avoir pris le repas du soir et je regardais la télévision. Lorsque j'ai soudain entendu ma compagne qui me disait d'une voix assez forte, ça va, où es-tu? Tu m'entends? Enfin, un petit peu des appellations, des interjections de ce style. Et puis j'avais de la peine à répondre, car je me sentais quitter le sol, assis dans mon fauteuil, et le fauteuil et moi, nous étions donc à peu près une hauteur de 3 mètres du sol, pratiquement à la verticale de l'emplacement du sol du fauteuil. Et c'est à ce moment que j'ai senti que mon corps, qui était toujours assis dans le fauteuil en suspension, se démultipliait, que j'avais une espèce de deuxième corps qui sortait de la même position assise du corps qui était resté assis dans le fauteuil. J'étais attiré par
quelque chose de très très agréable, une attirance qui était très forte. J'étais heureux, c'était un grand moment de douceur et de plénitude. Et j'entendais ma compagne qui disait reviens, reviens, et je lui disais j'ai de la peine car je me sens partir et j'ai de la peine à revenir, et j'ai dû vraiment me battre pendant, je pense, 10 minutes pour arriver à revenir en arrière et récupérer entre guillemets, mon corps qui était resté dans le fauteuil, assis dans le fauteuil qui était en suspension. Pendant ce temps, chaque fois que je regardais par terre, je voyais bien mon fauteuil, le vrai fauteuil terrestre qui était là, mais qui était vide. Voilà, avec mes mots, ce qui s'est passé, et c'était, disons, très très difficile de revenir et de rejoindre le fauteuil, le vrai fauteuil qui était dans le salon. Je pense que ça durait entre 10 minutes, un quart d'heure à peu près. C'est difficile à juger ce genre de trucs. Mais l'attirance de partir était beaucoup plus forte que la volonté de revenir en arrière et de remettre les deux pieds sur terre. Voilà. Donc, si on regarde un petit peu plus la sémiologie, on peut regarder, par exemple, de ces deux descriptions. On peut voir qu'en fait, par rapport à la phénoménologie, les descriptions sont plus ou moins identiques. Et les patients, ce n'est pas qu'ils ont lu les descriptions des autres, ils ont le même cerveau, ils ont le même problème, et c'est la raison pour laquelle ils ont aussi la même phénoménologie. Ça arrive avec un mot de tête, ça arrive avec dans une position, avec le tremblement, et finalement l'autoscopie. La seule différence entre ces deux patients-là, c'est que ces patients, c'est un ingénieur, en fait, genevois, et ces patients-là, ce n'est pas un patient, c'est Rabbi Nathan Ben Sadia Harar, que Flavia dit auparavant. Alors on voit que c'est striking, comment ça ressemble. Alors juste un petit peu sur l'autoscopie, on parle des trois types d'autoscopie. Il y a l'autoscopie, c'est quelqu'un qui voit lui-même comme dans un miroir. Il y a l'out-of-body experience, plus ou moins comme la dernière patient, qui sort de son corps et il voit lui-même. Il y a une iotoscopie, c'est quelque chose au milieu, que quelqu'un il est dans son corps et dehors de son corps dans le même temps. Et ça, on peut aussi voir dans la clinique. Par exemple, ça, c'est une épileptique qui fait une opération, qui passe une opération. On ouvre les têtes de ces patients-là, on met des électrodes directement sur le cerveau, on le ferme. Après, on fait ça qui s'appelle mapping pour voir où est l'origine de l'épilepsie et puis aussi le cortex essentiel, soit qu'on doit couper. Lionel, il fait ça chaque jour ici à Salpêtrière. Vous pouvez venir lui demander si vous voulez. C'est intéressant. Alors, ici, dans ces patients-là, on a fait les stimulations ici, on avait des réponses motrices, on avait une réponse sensorielle. Et quand on a fait la stimulation ici, dans cet endroit qui s'appelle la jonction temporopariétale, c'est un endroit assez haut qui fait beaucoup de désintégration des choses sensorielles, moteurs, tout ça ensemble. Alors, la patiente a commencé à décrire qu'il a une out-of-body experience classique. Qu'il sort de son corps, qu'il voit soi-même d'une autre position classique. En fait, ça c'est 9 patients, c'est une étude qui a été faite par moi et Lucas Heydrich, mon ami, et puis on a mis 9 patients ensemble. Et si on fait ça qui s'appelle lesion analysis, analyse de lésions, on trouve que l'endroit où toutes les lésions ils tombent, c'est cet endroit-là, c'est la jonction temporopariétale. Et
Et ça, c'est une image PET d'Alisa, de cette patiente d'Elat que vous avez vue. Et vous voyez que l'origine de son épilepsie, c'est le même endroit, c'est la temporoparietal junction. Alors, qu'est-ce qui se passe dans cet endroit-là? En fait, beaucoup de choses qu'on s'appelle self-processing. Il y a l'intégration de différents sens, il y a les perspectives visuospatiales, la perception vestibulaire, l'imagination mentale de ses propres corps, même la biological motion, la différence entre juste un mouvement normal et un mouvement d'un état biologique comme les hommes ou les animaux, et le processus de corps, tout se passe dans cet endroit-là. En fait, même l'intégration de nous-mêmes dans le corps, ce n'est pas quelque chose qui est naturel. Pour nous, c'est naturel, mais il y a un mécanisme cérébral qui fait ça. Et quand ce mécanisme cérébral, il ne travaille pas bien, donc on arrive de voir des phénomènes bizarres comme autoscopie, comme out-of-body experience, tout ça. Alors, ça qu'on pense, c'est qu'en fait, les mystiques, ce qu'ils font, ils font des perturbations de cet endroit-là pour vivre cette expérience-là. Comment on peut voir ça? On peut faire quelque chose dans le labo. Alors, on fait beaucoup d'expériences. Il y a juste un que je vais vous montrer très courtement. Alors, est-ce que vous connaissez cette histoire qui s'appelle la rubber hand illusion? Alors, je vais juste montrer pour les gens qui ne connaissent pas. On a mis un rubber hand, une main artificielle à côté de quelqu'un. On a mis ici un petit mur. Et ça qu'on fait, on les touche en même temps. Alors, les patients ou les sujets, ils commencent à croire qu'en fait, ça, c'est ses propres mains. On peut voir ça. C'était dans le labo où j'ai fait mon doctorat sur Olaf Planck. On a fait ça. Alors, vous voyez comment le monsieur il touche les deux mains en même temps. Et ces patients coréens, ils commencent. Voilà. Vous allez voir? Voilà. Donc, nous, on a fait, au lieu de faire un rubber hand illusion, on a fait un rubber body illusion. Ça, c'est mon ami Martin. On lui a mis une caméra au-dessus de lui. On a touché Martin ici et on lui a montré dans une virtual réalité virtuelle qu'il est là. Et quand je le touche ici, alors la caméra, il filme et le Martin, il voit lui-même ici. Et il voit qu'on le touche ici, et il sent qu'on le touche, malgré qu'on le touche là. Donc, il commence à croire qu'il est ici. Donc, on fait cette expérience dans l'IRMF. Et quand on a fait ça dans l'IRMF, on a vu, en fait, une activation dans le même endroit, dans la temporoparietal junction. Donc, ce n'est pas quelque chose qui passe que chez les épileptiques, mais on peut induire ça dans le labo. Et probablement, les mystiques, ils peuvent faire la même chose s'ils font des techniques. Et vous voyez, ça c'est la IRMF, ça c'est la lésion, c'est exactement dans le même endroit. Alors, vous pouvez trouver plus dans les livres, mais au lieu de faire en détail, je vais juste très très courtement vous montrer l'autre chapitre qu'on a dans le livre. Dans le chapitre 3, on a discuté ce qu'on appelle one self in two bodies, c'est la autoscopie. Et l'autre, c'est la dissociation, où il y a, dans le même corps, il y a deux soi-même. Donc, peut-être qu'on n'a pas assez de temps, donc je vais sauter de ce cas-là. Je vais vous montrer l'autre cas qui est plus intéressant. Si après vous avez des questions, je peux vous raconter ce cas-là, mais je peux juste voir que c'est exactement le même endroit. Bon, ça, c'est plus intéressant. Alors, c'est cette histoire-là, et après, deux slides, on finit. Mais ça, c'est incroyable. C'est vendredi. Je suis un interne, je suis dans le service de neurologie à Jérusalem, et il y a un autre hôpital qui m'appelle, qu'ils ont dans la soins intensifs, dans l'ICU, ils ont une patiente, et après qu'elle a accouché un enfant, elle a dans un état de mal, c'est un status épilepticus, c'est une des urgences les plus graves médicales qu'on a. Elle a reçu déjà
6 médicaments différents qui chacun il peut tuer un éléphant et elle n'arrête jamais de ces crises épileptiques. Ils ne savent pas ce qu'ils vont faire. Ils le transfèrent à notre hôpital. Là. Moi, je suis un interne. Vendredi, il n'y a personne dans l'hôpital. Toute l'urgence est sur mon tête, tout le service. Et maintenant, il y a cette chose-là. Je dis non, écoutez, je suis candidat, je peux tester toute seule, peut-être dimanche. Le docteur là-bas, ils disent ouais, mais la patiente est déjà dans l'ambulance. Bien sûr qu'une minute après, la patiente elle arrive, et elle arrive comme ça. Vous voyez ce qu'elle fait avec les deux mains tout le temps. Elle ne communique pas. Alors, je ne sais pas qu'est-ce que c'est, mais je sais que ce n'est pas une épilepsie. L'épilepsie, ça ne a l'air pas comme ça. Alors, c'est une patiente arabe. Je commence à parler avec son père. Son père me demande de me parler. Il dit, bon, vous êtes le médecin, vous êtes très génie, je sais, mais écoute, chez nous on a aussi la médecine. C'est quoi comme médecine? Vous voyez que tout le traitement que vous donnez, ça ne change rien. Chez nous, il y a une médecine traditionnelle. On amène un exorciste, il lit quelques chapitres du Coran et tout va marcher. Alors, ils disent, bon, est-ce que vous avez une objection qu'on amène, parce que quand elle a été dans notre hôpital à côté de Tel Aviv, c'est la Tel Avivien, ils sont très scientifiques, ils n'ont donné pas les droits d'un exorciste traditionnel de y entrer. Alors moi je dis, bon, be my guest, pourquoi pas. Bon, moi c'est intéressant. Alors d'abord on a arrêté tout le traitement, parce que le traitement, même si médicaments, ça n'a rien donné. Et puis, quelques heures après, il arrive l'exorciste. En fait, c'est un professeur des études islamiques chez l'université de Serine Seba. Et il m'a dit, bon, écoutez, moi je suis un professeur, mais je sais que ça aide aux gens, ça soigne les gens, alors pourquoi pas? Moi, je sais aussi qu'il fait comme ça, une clinique privée. Alors. Bon. Donc, il arrive avec son assistante. Ils arrivent dans l'hôpital, ils voient que le patient est sous EEG, alors il dit, bon, est-ce qu'on peut faire les manips sous EEG? Alors je dis, oui, bien sûr, vous pouvez faire le EEG. Elle dit, est-ce qu'on peut mettre de l'eau sur le patient? Alors je dis, parce qu'il y a l'électricité. Alors je dis, bien sûr, oui, parce que quand on mouille le cheveu du patient, alors la conduction pour l'EEG, elle s'améliore, alors pourquoi pas? Et c'est ça qu'il a fait. Il y a personne qui a déjà vu on ne fait pas ça chaque jour ici à Salpêtrière. Alors toujours, il a la première fois, voilà. Alors ça c'est l'exorcisme. Et voilà, il bat le... Alors, ils disent mout, c'est-à-dire mort, il parle, il va au coude. Ça. Alors, je vais vous expliquer, après je vais vous remontrer. En fait, ce qui se passait, c'est que la patiente a commencé de parler d'une autre voix, d'un homme de 50 ans. En fait, ce qui se passait, après j'ai vu avec son père, c'est qu'elle a été amoureuse d'un voisin. Elle a été 20 ans, lui il avait 50 ans, elle est chrétien, elle est musulman. Et lui, il est chrétien. Donc, les parents ont vu ce qui se passe. Ils disent, bon, arrête. Voilà, ça c'est votre cousin. Il a 26 ans. Il est un bon musulman. Et ils ont été mariés. Et souvent, ça n'arrive pas après le mariage, mais après le premier enfant. Parce que quand il y a déjà un enfant, c'est quelque chose qui est là. On ne peut pas changer. Alors, elle, la patiente, après qu'elle a accouché cet enfant-là, alors... elle est allée elle a compris que maintenant, elle est dans une autre situation, que c'est irréversible. Et on voit ça, c'est souvent que quand il devient irréversible, alors il réagit d'une manière dissociative. Parce qu'on l'appelle même en français la belle indifférence. Les patients, quand on les voit comme ça, ils ne sont pas dans un état de stress.
Parce qu'en fait, pour eux, la dissociation, ce n'est pas un problème, ce n'est pas un trouble, mais c'est la solution. Parce que c'est la seule manière où elles peuvent être eux-mêmes. Parce que si elle dit ça à son mari ou à son village, qu'est-ce qu'ils vont faire à elle? Ils vont couper la tête, sans doute. Mais comme elle est dans l'hôpital, elle peut faire ce qu'elle veut. Alors, on voit ce que l'exorciste il fait. Lui, il parle pas avec elle, il parle avec l'autre image, avec les personnes. Donc, c'est la seule personne qui c'est pas comme un psychologue qui peut le dire oui, mais il battre, il fait la battre avec elle. On y va encore une fois en entière. Prendre de l'eau, c'est de l'eau ice, de l'eau froide. C'est douloureux ça, hein? Tu vois la passion? Regarde. Mais vous avez vu, alors maintenant qu'on veut le battre, la patiente qui a été tout le temps, pendant 3-4 jours, a été tout le temps comme ça, et maintenant, elle est tranquille, vous avez vu? Et donc, ça restait pour 12-24 heures, elle a recommencé, ils ont amené un autre exorciste qu'ils ont dit qu'il est mieux, ça a été quelqu'un plus traditionnel, pas un professeur, ils ont fait la même chose encore une fois. Et voilà, la patiente est revenue à la maison. Et c'était mieux que tout notre traitement, et il n'y a pas des effets secondaires. Et nous, on a mis, en fait, on a des patientes qui on a publié. Et on a fait exactement l'analyse des EEG pendant l'exorcisme et pendant l'état normal. Après, on a vu encore une fois que pendant les crises, il y a une activité encore dans l'endroit temporopariétal, qu'on sait déjà qu'est-ce qui se passe dans cet endroit du cerveau-là. Et ces problèmes-là, en fait, on dit que c'est pas très corporel, on n'a pas le temps d'y parler. Mais ça, c'est juste de courtes choses. Une chose que le cerveau ne marche pas par endroit, mais comme un réseau. Et la mémoire autobiographique, alors, il est bien lié aux deux endroits médial temporal, comme on a vu chez les premières patientes messianiques, et puis l'endroit pariétal ou temporopariétal qu'on a vu chez tout le patient. Mais ça, c'est une autre conférence. On peut faire ici une conférence totale sur les réseaux cérébrales. Donc, la dernière chose que j'aimerais bien vous montrer, en fait, c'est un système qu'on a décrit, qui s'appelle le système d'orientation mentale. En fait, c'est un système qui dirige le comportement de nous, de soi-même, dans l'espace, c'est naviguer dans les endroits différents, dans le temps, de naviguer dans les expériences qu'on a dans la vie, et des personnes, et surtout les personnes tout proches. Par exemple, cette dernière patiente-là, alors vous voyez, il y a des personnes qui sont importantes à elle, donc elle a un problème avec son mari, les personnes les plus proches, et elle est attirée par une autre personne. Et le temps, elle a accouché, il y a une année, elle s'est mariée, et avant, elle a été avec l'autre personne. Et l'espace, elle a été toujours chez sa mère, maintenant elle vit chez sa belle-mère. C'est aussi un petit problème. Il ne faut pas être un arabe traditionnel avec une dissociation pour avoir des problèmes comme ça. Donc, il y a un système cérébral qui dirige tout ça. Et vous voyez, il y a ici l'endroit temporopariétal qu'on a parlé. Ça, c'est l'autre côté de l'endroit temporopariétal et le cortex préfrontal qu'on a vu chez les premiers patients. Alors, c'est cette réseau-là qui dirige notre vie dans ces trois plans les plus importants, l'espace, le temps et les personnes.
Et puis, quand cet réseau ne fonctionne pas bien, alors on peut voir soit une dissociation, soit un trouble corporel. Alors, on peut déjà conclure, on voit que les mystiques, ils ont pratiqué des techniques, ces techniques, ils ont excité ces réseaux, on peut dire les réseaux de mental orientation, soit des réseaux corporels, soit des réseaux qu'on voit dans la dissociation, qu'il est un droit temporopariétal, est un droit assez important dans ces réseaux-là. Mais comme les patients, ils n'ont pas beaucoup de choix. Si tu as une épilepsie, on a une épilepsie. Par contre, ces mystiques-là, ils ont mis beaucoup d'efforts, ils ont mis des années d'efforts pour avoir ces expériences-là sur eux-mêmes. Et si je pense, mais ça c'est juste une hypothèse, si on pense pourquoi ils ont fait ça, alors je peux dire que eux-mêmes, je sais que Moshe n'est pas toujours d'accord avec moi de cette hypothèse, mais c'est juste une hypothèse, on peut dire, et même une spéculation, qu'ils avaient l'intérêt de comprendre d'abord eux-mêmes. Donc, ils ont fait des expériences comme nous on fait maintenant. Mais au lieu de faire ces expériences dans le labo sur les étudiants de psychologie et les payer 20 francs pour eux, ils ont fait les expériences sur eux-mêmes pour mieux comprendre eux-mêmes. Et ça, c'est quelque chose que si nous, on fait la même chose qu'eux, ils ont fait à l'époque, alors c'est déjà quelque chose. Alors, je vais remercier encore une fois d'abord le professeur Idel qui m'a amené dans cette chambre-là, super intéressant. Et Flavia et Madame Irda qui nous ont amené ici. Et vous pour être venus, pour écouter cette longue conférence en mauvais français. Alors, merci beaucoup. Si vous voulez bien, on continue avec quelques mots d'introduction avant que je donne la parole à Lionel Nakache. Je voulais vous dire quelques mots au sujet de ce lieu où nous sommes, qui est ce que vous voyez, c'est l'hôtel de Lausanne. Mais de l'autre côté de l'hôtel de Lausanne, ou dans l'hôtel de Lausanne, il y a l'Institut d'études avancées. L'Institut d'études avancées, dont le but principal est d'être un lieu de rencontre entre disciplines différentes et avec une conviction que ce qui fait avancer la science et la recherche, ce sont les questions que nous nous posons. Nous espérons qu'elles sont pertinentes, mais parfois même celles qui sont impertinentes déstabilise et empêche la pétrification des positions. Donc c'est l'idée que nous avons ici. Et plus les disciplines sont proches, naturellement, plus la communication est facile. Plus elles sont lointaines, plus c'est difficile. Et dans une vie antérieure, j'étais professeure de psychologie à l'université de Copenhague avant de prendre mes fonctions ici. J'étais aussi à l'European Research Council où nous avions les dossiers les plus brillants des jeunes et des seniors chercheurs en Europe en sciences humaines, et j'étais dans le panel qui s'appelait The Mind and Its Complexity. Et là, c'était tout à fait évident qu'il y avait des philosophes et des psychologues qui posaient des dossiers pour faire des recherches sans aucune notion de ce qui se passait dans le cerveau, et vice-versa, des neurologues, des neuroscientifiques qui faisaient des recherches où ils ne définissaient pas leurs termes. Donc, quand j'ai pris mes fonctions ici, c'était un rêve pour moi de pouvoir de commencer un programme, de lancer un programme sur le cerveau et les sciences humaines et sociales, et voir comment ce dialogue allait se développer. Et je vous remercie beaucoup d'être ici et de présenter ce que vous avez présenté et la façon dont vous l'avez fait,
parce que c'est exactement le problème auquel nous sommes confrontés. Nous avons lancé ce programme avec l'aide du professeur Berthoz au Collège de France et d'Itzhak Fried, que vous connaissez peut-être, qui nous parle aussi beaucoup de l'épilepsie, mais d'une façon un peu différente que la vôtre. Et ce qui m'a surtout impressionné dans le discours de vous deux d'ailleurs, c'est la façon dont vous avez délimité le sujet. Parce que c'est le plus grand problème que je vois dans la littérature psychologique et neuropsychologique de la religion et des états mystiques. Si je peux me permettre de commencer par William James, le père de la psychologie moderne, qui a introduit dans sa conférence de 1902, les fameuses conférences de Harvard sur the varieties of religious experience. Il a écrit, et je m'identifie très fortement à lui, "It is with no small amount of trepidation that I take my place behind this desk and face the learned audience. Whether my treatment of mystical states will shed more light or darkness, I do not know. For my own constitution shuts me out from their enjoyment almost entirely, and I can speak of them only at second hand." Moi aussi, only at second hand. Et peut-être que la seule excuse que j'ai pour pouvoir vous dire ces quelques mots, c'est que j'ai toujours beaucoup aimé la poésie de Rumi et que ça m'a donné une certaine idée du mysticisme soufi et de la façon de vivre qui pourrait être similaire, mais pourrait être aussi très différente. Et ce que vous venez de nous dire, c'est que parler des expériences mystiques, comme on l'a fait jusqu'à présent en psychologie et en neuropsychologie, ça n'a pas beaucoup de sens. Nous devons donc être beaucoup plus précis, beaucoup plus modestes, beaucoup plus restreints dans la définition de ce que nous étudions pour pouvoir vraiment faire sens. Ce qui caractérise en quelques mots la littérature psychologique et neuropsychologique du mysticisme. Et là, je vais continuer en anglais parce que je croyais que toute la conférence se tenait en anglais et j'ai pris mes notes comme ça. What characterizes the psychological and neuropsychological literature on mysticism is that it circles around dichotomies, sometimes maintaining them as dissociated categories, and at other times united them in spite of their opposition. Thought and non-thought in the Buddhist tradition, the seen and the unseen in the Jewish tradition, the spoken and the unspoken in all traditions, the ineffable and the descriptible, the dissociation of the sensory and motor parts of the body, chose de laquelle vous avez parlé longuement. Dans certaines traditions, mais dans d'autres, c'est le contraire. Au contraire, il y a une unification entre mind and brain and spirit and body. And the unification of body and spirit. And when phenomena are so paradoxical and encompassing, so elusive, they are, per definition, not available for scientific research. Studies of neuroimaging can therefore tell us what brain functions are correlated with first-person reports of mystical experiences. This can provide interesting information about the ways in which reported aspects of mystical experiences can be related to specific changes in activity, which is what Moshe Idel was talking, the importance of activity versus thinking.
and that in different regions of the brain. For example, there is general agreement, as you showed us, about the area of the brain. But that is the anatomy. We have also dichotomies in psychophysiology and the autonomous nervous system functioning. For example, with the Sufi dancers, where there is an extremely interesting article, not replicated, that there is an activation of both parasympathetic and sympathetic system, which are generally contradictory, in Sufi dancers while they are in a mystical state, thus elevating awareness, but at the same time relaxing the body. So all those paradoxes are extremely difficult to understand and to interpret. We know that mystical experience causes activation of the brain, and especially certain brain areas, but so does being in love. There is a real tsunami of a brain activation when you're in love. And what is what? So far, searching for the neurological correlates of mystical experience has been like dissecting a butterfly to understand how its wings are constructed. Maybe what makes it fly, but the butterfly dies the moment you use the scalpel. And you can see the wings, but the graciousness of its flight seems to be lost in the process. No more from my side. Lionel Nakache. Bonjour à tout le monde, bonjour à tous. Je voudrais commencer par remercier vraiment chaleureusement Flavia pour cette invitation, et en plus une invitation hors de mon champ de compétences. J'étais là la semaine dernière autour de l'épilepsie et d'Yitzhak Fried. Donc merci aussi à Greti. Et je voudrais féliciter, je suis très honoré d'être en présence de Moshe Idel et de mon ami et collègue David. Alors je t'appelle souvent David par l'écrivain David Shachar, c'est Shachar Arzi évidemment. Donc je suis très, la preuve, un signe d'émotion et très content d'être là. Alors je vais nécessairement transposer un peu la problématique parce que même si j'aime lire le Talmud, je ne connais pas du tout la Kabbale. Donc parler de la Kabbale serait vraiment pour moi une tâche impossible, donc je ne vais pas le faire. Mais j'avais prévenu Flavia, et évidemment, comme Shachar me disait, de toute façon, la limite entre le Talmud et la Kabbale est évidemment un peu floue, puisqu'il y a beaucoup d'inspirations kabbalistiques qui sont dans certains récits, certaines histoires, certains midrashim, certaines agadotes du Talmud. Donc tout cela peut justifier ma présence. Voilà. Alors, ce dont j'aimerais vous parler, c'est pas du tout d'un dialogue entre les deux, ou plutôt d'un dialogue intérieur. Et j'aimerais revenir simplement sur une idée, un concept qui moi, m'intéresse à titre personnel. C'est le rapport à la subjectivité. Alors, je vais essayer d'être plus précis dans un instant. Mais dans l'exercice de ce rapport à la subjectivité, je trouve qu'on peut tirer une sorte de similitude entre la façon de laquelle le Talmud, mais comme d'autres corpus et d'autres traditions, en tout cas comment le Talmud essaye d'adresser cette question qui est une question fondamentale dans l'épreuve de la connaissance, et comment aussi on peut développer cette question du rapport à la subjectivité dans notre métier, celui de Shachar ou moi. Ça veut dire quand on est neurologue spécialisé sur la neuropsychiatrie, sur en fait qu'est-ce que c'est que d'être soi dans un esprit ou un cerveau qui peut être perturbé, et comment cela peut nous apprendre ce que ça veut dire qu'être soi, même quand le cerveau n'est pas si perturbé, mais qu'on peut l'être néanmoins. Alors, donc le fil rouge de mon intervention, c'est ça, c'est le rapport à la subjectivité, en sachant qu'en plus, mon thème de recherche, c'est la conscience. Et la conscience, évidemment, ce qui m'intéresse dans cet aspect-là, c'est comment est-ce qu'un individu peut être amené à penser ce qu'il pense, peut être amené même à avoir une dynamique de pensée qui représente le monde lui-même d'une certaine façon. Et tout cela est absolument, évidemment, on peut l'imaginer facilement, extrêmement fascinant. Alors, je vais essayer d'être un peu plus précis. Dernière digression introductive. Lorsque je fais ce genre d'intervention, il me semble très important de rappeler, même si ça peut sembler évident, qu'il n'y a pas pour moi de confusion des genres. Ça veut dire qu'il soit bien clair. Je ne pense pas que c'est toujours un peu, c'est comme dans les déclarations d'avion dans les États-Unis. Je ne suis pas nazi, etc. Mais je ne pense pas que dans la Torah ou dans le Talmud, il y a un manuel de fonctionnement du cerveau. Autrement dit, je pense que les neurosciences n'ont pas grand-chose à gagner de lire le Talmud. Inversement, si ces deux aspects vous intéressent, vous pouvez vous amener à jeter vos regards respectifs
à partir de ces points de vue-là et voir s'il en sort quelque chose qui vous intéresse. Voilà, c'est ça la démarche qui, moi, en France, par exemple, Henri Atlan, depuis longtemps, adopte une perspective similaire qui cherche vraiment à éviter la confusion des genres. Donc je le répète, c'est très important. Alors ceci étant dit, on peut avancer. Alors le point numéro 1 qui, moi, m'intéresse, c'est que même quand vous n'êtes pas neurologue ou chercheur en neurosciences, mais a fortiori quand vous l'êtes, il y a un rapport général, c'est très banal ce que je vais dire, mais c'est quand même, je pense, important. Il y a un problème de la bonne distance à trouver par rapport à notre subjectivité. Je m'explique. Quand vous vous intéressez à vous-même, ou à autrui, les autres vous-même, et que vous ouvrez les yeux en essayant de faire preuve de lucidité, eh bien très vite vous allez découvrir, et ça c'est aussi un effort qui existe depuis la nuit des temps, mais qui se développe aujourd'hui grâce aussi aux neurosciences cognitives, vous découvrez en réalité que, par exemple, prenons l'exemple de la mémoire, ce que l'on appelle la mémoire épisodique, votre « je me souviens », le récit de votre vie, eh bien vous allez découvrir que le récit de votre vie, ce n'est pas un fichier PDF que vous ouvrez dans un ordinateur, c'est une expérience qui va se reconstruire à chaque fois. Chaque fois que vous allez évoquer un souvenir qui vous est cher, ce souvenir, il ne va pas être activé, il va se reproduire, il va se reconstruire, et la conséquence de ça, c'est qu'il ne sera jamais le même. Et non seulement il ne sera jamais le même, mais au fil des activations, une fois que vous avez activé un souvenir de votre existence, de qui vous étiez, eh bien ce souvenir va s'enrichir de ce qui se passait au moment où vous avez réactivé votre souvenir. On appelle ça la reconsolidation. Et donc non seulement votre souvenir se reconstruit jamais de la même façon, mais lorsqu'il se reconsolide, il va se reconsolider d'une manière différente. Et on entre ici, évidemment, par la porte très sensible de l'exercice autobiographique, où si vous faites ça avec un minimum de lucidité, vous apprenez très vite que vous devez apprendre justement à faire le deuil, en tout cas à faire le deuil d'un certain regard naïf qu'on peut poser sur nous-mêmes. Que celui que j'étais il y a 10 ans, ou il y a 15 ans, ou il y a 30 ans, je peux essayer de le reconstruire, mais savoir que cette reconstruction sera par définition un exercice asymptotique, ou en tout cas vain, et parfois comblé de faux souvenirs, d'illusions, de reconstruction, de déplacements, etc. Donc, première étape, c'est que dans le rapport à la subjectivité, on doit apprendre à trouver une bonne distance. Pourquoi la bonne distance ? J'ai pris le cas de la mémoire. On est obligé d'être un peu aussi bref pour pouvoir discuter, mais la perception, par exemple, ce que nous sommes en train de faire maintenant, une des grandes leçons de la psychologie, on trouve ça en philosophie, mais de la psychologie et de notre domaine avec Shahar, c'est qu'en fait, tous les jours, quasiment, on arrive à se rendre compte à quel point ce que vous percevez du monde, alors ce n'est pas un exercice post-relativiste, c'est pas que le réel n'existe pas, mais tel que nous on le voit, ça relève autant d'un phénomène d'impression que d'un phénomène de saisie active, de construction, et donc la perception est également une représentation très construite, qui parle de manière presque indiciaire du réel, un peu à la Carlo Ginzburg, on peut transposer l'approche indiciaire dans la neuropsychologie. On cherche des indices qui nous parlent du monde, mais ce à quoi on accède directement, ce n'est pas directement ça. Alors, cette petite digression, pourquoi ? Pour vous dire que quand vous êtes intéressé par vous-même et par le fait subjectif, et que vous êtes enrichi de ces phénomènes de deuil, on pourrait dire successifs, la mémoire, la perception, vos propres décisions, vos propres actions, nos actions, souvent nous les justifions à nos propres yeux de manière extrêmement bizarre et loufoque, et souvent extrêmement à des années-lumière des véritables motivations des raisons qui nous font agir. Donc quand vous êtes lucide de tout ça, vous avez 2 écueils, 2 pièges. L'écueil numéro 1, c'est faire le deuil de sa subjectivité, dire « ne me parlez plus de moi, ne me parlez plus de jeu », et de tomber dans une sorte d'homme unidimensionnel asubjectif, de décider une fois pour toutes que tout ce qui est de l'ordre du subjectif ne vous intéresse pas. Je ne vais pas développer, mais évidemment, c'est un des travers qu'on peut adopter. À mes yeux, l'autre travers, qui est aussi dévastateur, voire pire, parce qu'il est plus agréable, c'est le travers inverse, c'est de dire « c'est très dangereux la lucidité, mais après tout, peut-être un peu à la Berkeley, vous pouvez dire « après tout, la seule chose dont je sois certain, c'est ce que je pense, c'est ce qui m'apparaît de moi-même. Donc je vais fermer les yeux sur ma lucidité. Je vais décider de mettre à la poubelle toutes ces connaissances sur qui je suis et je vais me lever dans mon narcissisme subjectif. Donc, et là, vous tombez, pour moi, c'est un homme unidimensionnel aussi, mais hyper subjectif. Une sorte de vieille baudruche qui, au fil des années, devient une sorte de monstre narcissique. Donc vous avez les 2 écueils. Soit vous devenez un homme asubjectif, soit un homme hyper subjectif. Et le chemin intermédiaire, qui est celui qu'on essaie de trouver, et je pense que ça, c'est le chemin de la connaissance en général, mais c'est aussi celui qu'on adopte, en l'occurrence, dans mes recherches. Quand je vois, par exemple, un patient qui vient me dire que son bras droit qui est paralysé n'est pas son bras droit, mais que quelqu'un lui a greffé un bras qu'il a acheté dans la rue, qui pendait un étal de boucherie. C'est une histoire authentique. Évidemment, là aussi, vous pouvez dire, écueil numéro 1, ces constructions subjectives ne valent rien. Et donc, vous êtes un barbare, vous êtes un sauvage, vous ne vous intéressez pas au discours qui, du point de vue subjectif, est très riche. Et écueil numéro 2, c'est tellement fascinant que vous décidez de le croire au premier degré. Alors, à nouveau, la bonne distance, c'est d'apprendre
à comprendre que le trésor de votre recherche, c'est ces phénomènes subjectifs, mais que ces phénomènes subjectifs, parce que c'est votre trésor, vous ne devez pas les prendre pour ce qu'ils vous disent qu'ils sont. Autrement dit, d'arriver à comprendre ce que c'est qu'une croyance subjective, qu'un état d'esprit. Voilà. Alors ça, c'est pour la première posture, et évidemment, tous les jours, à travers notamment les histoires que Shachar vous a montrées, si vous les relisez avec cette grille de lecture, vous vous rendez compte à quel point la neurologie et la psychiatrie nous aident aujourd'hui, même à être encore plus lucides qu'avant, de cette dimension-là. Alors pourquoi j'arrive au Talmud? Parce que je vais arriver au Talmud, n'ayez pas peur. C'est qu'il y a quelque chose de similaire par nature dans le problème qui est posé. J'essaie de lever la problématique de la subjectivité quand vous n'êtes pas juif, vous n'êtes pas talmudiste, vous êtes un être humain qui s'intéresse à qui nous sommes. Alors le Talmud qui m'intéresse à titre culturel, traditionnel et que j'aime bien lire, mais comme amateur, je ne revendique aucune expertise, on peut se demander la chose suivante, c'est que le Talmud, comme tout support de tradition, il a le même problème. Le problème des talmudistes, c'est comment arriver à entretenir la place du lecteur. Parce que le Talmud, c'est quoi? C'est une sorte d'herméneutique de la Torah. Et dans l'herméneutique de la Torah, d'arriver à faire jaillir le sens, eh bien, vous avez deux écueils. L'écueil numéro 1, c'est que vous pouvez être tenté de mettre à mort le lecteur. La mise à mort du lecteur pour être sûr de protéger le texte de toutes les scories narcissiques, subjectives que tout le monde va projeter au nom de plein de choses. Soit au nom de choses superstitieuses, mais à la limite, une posture hyperculturelle postmoderne qui fait de la Torah c'est la même chose. C'est une sorte d'écueil, on pourrait dire hyper subjectif, qui conduit à la mort du texte, la disparition du texte. Donc on pourrait se dire, le Talmud se dit, bon, alors je dois apprendre à transmettre sur des siècles, voire des millénaires, une tradition, à la fois en ne tuant pas mes lecteurs, parce que si je tue mes lecteurs, en fait, au nom de leur narcissisme, de leur subjectivité, eh bien, il n'y aura plus d'exercice. Et parce que par ailleurs, on peut dire, ça je ne vais pas trop le développer, mais qu'il y a eu la tentation de la mise à mort du lecteur, parce que l'auteur a déjà été mis à mort, d'une certaine façon. Et pas seulement par la critique biblique, mais certaines pages du Talmud sur le rapport que les talmudistes décident d'entretenir avec disons, le concept de divin est assez édifiant. Je ne vais pas la raconter ici, mais il y a plusieurs histoires talmudiques très célèbres où vous avez des démonstrations, par exemple, des discussions entre talmudistes, entre rabbins du Talmud plutôt, et que l'un fait appel à une voix divine pour dire « j'ai raison », et qu'au fin, je passe, c'est une très longue histoire, très connue, et à la fin, c'est dire « de toute façon, la Torah a été donnée aux hommes, donc la voix divine n'a aucune importance à cette histoire ». Et là où j'en arrive, c'est que juste avant de se livrer à cette cérémonie, un petit peu, Élie fait une prière. Et ce que le Talmud va décider de commenter dans ces derniers mots du premier passage du Talmud, à travers l'interprétation d'un rabbin qui s'appelait Rabbi Abaou, en fait, c'est d'interpréter la prière de Élie, et en fait, plus spécifiquement, deux mots de la prière d'Élie. Alors, je vous la lis rapidement. La prière, c'était ça. « Réponds-moi, Éternel, réponds-moi ». Je m'arrête là, elle est plus longue. Et vous savez que dans les principes d'herméneutique utilisés par le Talmud pour décoder la Torah, les règles de Rabbi Ishmael, par exemple, etc., un principe numéro 1, c'est le principe de superfluité du texte, le minimalisme du texte. Le texte n'est pas là pour être enrobé de fioritures stylistiques. Si quelque chose est répété, eh bien cette répétition a valeur de sens, d'appel de sens en tout cas, il faut arriver à faire parler le texte. Donc évidemment, c'est un scandale de texte. Si Élie dit « Réponds-moi, Éternel, réponds-moi », le deuxième « Réponds-moi » doit nous apprendre autre chose que le premier « Réponds-moi ». Bon. Alors Rabbi Abaou propose une solution. Alors pourquoi, je cite Rabbi Abaou, pourquoi Élie a-t-il dit « Réponds-moi » à 2 reprises? Cela nous enseigne qu'Élie a dit devant le Saint béni soit-il « Maître du monde, réponds-moi pour que le feu descende ». C'est le premier « Réponds-moi ». Donc pour que le feu descende du ciel et consume tout ce qui est sur l'autel. Et on arrive au second « Réponds-moi ». Et réponds-moi afin que tu détournes leur esprit et qu'ils ne se disent pas « ce sont là des actes de sorcellerie, car il est dit, tu as fait tourner leur cœur en arrière ». Fin de citation de ce passage-là. Si on s'y arrête un instant, qu'est-ce que ça veut dire en réalité? Ça veut dire que dans ce passage commenté par Rabbi Abaou dans le Talmud, au début du Talmud, on nous rapporte quelque chose qui est quand même de l'ordre du surnaturel, un miracle. Dieu consent à faire un miracle devant le peuple d'Israël qui est réuni, et Rabbi Abaou s'adresse à Dieu en lui disant « c'est pas mal, mais un miracle, c'est pas sûr que ça suffise. Un miracle ne suffit pas. Un miracle ne suffit pas, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est en train de nous dire, je dirais presque en français dans le texte,
Si devant ce peuple qui est dans sa perspective subjective, avec ses problèmes, sa désorientation spirituelle, si tu acceptes de faire ce premier miracle, qui est le vrai miracle, on pourrait dire, le miracle un peu hollywoodien, technicolore, il y a le feu qui descend sur le bœuf, etc., c'est bien, mais ça ne suffit pas. Parce que l'esprit humain ne fonctionne pas comme ça. L'esprit humain n'est pas fait pour que les gens croient ce qu'on leur montre. Alors saint Thomas disait qu'il croyait que ce qu'il voyait, c'est un point important, mais en fait c'est des fois pire que ça. C'est que ce que nous le voyons tel que nous le voyons. Et que dans un contexte pareil, arriver à susciter un miracle de cette nature-là, ça ne suffit pas pour Rabbi Abaou, en tout cas selon Rabbi Abaou, pour Élie, pour être garanti du fait que sa victoire spirituelle sera garantie auprès des principaux intéressés, qui sont ces bonhommes qui lui font face. Donc de cette petite répétition, à la lumière de ce que je vous disais avant, je trouve que c'est assez éclairant, parce qu'on a l'impression de voir ici, non pas un manuel de psychologie avant l'heure, c'est pas ce que je dis, mais en tout cas un point de lucidité sur le fait de dire le fonctionnement de l'esprit humain, c'est pas un fonctionnement qui peut faire abstraction des croyances subjectives. Les gens croient des choses. Vous, moi, on croit tous des choses, quelles que soient les natures de ce qu'on nous croyons, on peut changer, etc. Mais un miracle ne suffit pas, parce que ça veut dire, si tu veux arriver à transmettre quelque chose qui soit de l'ordre d'une transmission réussie, il ne faut pas s'intéresser uniquement à la qualité de ce que tu transmets, et il faut s'intéresser évidemment à celui qui va le recevoir, et en sachant qu'en fait, ce type de transmission semble tellement complexe qu'elle-même relève du miracle. Et on peut à ce moment-là déployer un peu plus ce qui est dit dans ce passage. Je ne vais pas le faire là, mais un des points intéressants, c'est que si on prend chacune des propriétés en fait que Élie énonce dans sa requête d'un deuxième miracle, il lui dit en fait... excusez-moi, je vais juste retrouver le petit passage. Voilà, si on décompose la phrase, afin que tu détournes leur esprit. Et là, j'imagine que Shachar voit aussi qu'afin de détourner l'esprit de quelqu'un, en fait, on fait appel ici au phénomène de ce qu'on appelle l'attention. L'engagement attentionnel qui est extrêmement important dans la façon dans laquelle vous allez réguler vos fonctions exécutives, comment vous allez décider d'investir telle question ou de ne pas investir telle question, comment vous allez pouvoir, en fait, être sensible à un tour de magie. Un tour de magie, je ne parle pas de la mystique magique, mais un tour de magie dans la rue, ça fait appel à la distraction des fonctions attentionnelles. Donc quand on découpe un petit peu ce second appel, afin que tu détournes leur esprit, première étape sur l'attention, afin qu'ils ne se disent pas, et là on rentre dans les éléments de l'interprétation subjective, ce sont là des actes de sorcellerie, et la sorcellerie ou la magie, c'est un point intéressant, parce qu'on peut envisager plusieurs pistes de scénario ensuite. L'une d'entre elles, par exemple, c'est que vous pouvez imaginer que quelqu'un se dit « Ah bah oui, ce truc-là, c'est incroyable, ce feu qui tombe sur le bœuf, c'est un truc, c'est de la magie, ce n'est pas vrai », ce qui permet de garder sa garde. Ou bien inversement, vous pouvez dire « Ah oui, ça c'est vraiment magique », et vous pouvez du coup décider de tomber dans le même rapport que celui que vous aviez à ce Baal avant, c'est-à-dire de rester dans une aliénation, de changer de Baal, mais que le nouveau Baal soit Élie au lieu que ce soit Baal, c'est-à-dire qu'en gros, de passer d'un statut d'aliénation à un autre. Donc quand on déploie un petit peu toute cette seconde prière, on voit quelque chose qui, à mon sens, retentit un peu comme une prise en compte de la subjectivité du lecteur. Et je finirai juste avec 2 points. Je voudrais donner un exemple contemporain de ça. Il y a un phénomène auquel je m'intéresse aussi depuis quelques années, que je ne vais pas décrire nos travaux, hein, mais c'est un phénomène qu'on appelle la dissonance cognitive. Alors je ne sais pas si beaucoup d'entre vous sont familiers avec ce phénomène. C'est un phénomène qui était décrit dans les années 50 par un psychologue américain qui s'appelait Léon Festinger. Et Léon Festinger, il a fait une chose incroyable, il a écrit un bouquin qui s'appelle « When a Prophecy Fails », quand la prophétie, justement, échoue. Et l'histoire, c'est quoi? On est dans les années 50 et il se rend compte qu'il y a, dans un État des États-Unis, il y a une femme qui a commencé à constituer une secte autour d'elle, autour de la planète Clarion, avec un message apocalyptique, en fixant une date de fin du monde, et avec une construction cosmogonique assez complexe, avec des êtres qui sont sur Clarion, une puissance, etc. Et elle a fixé la fin du monde pour le mois de décembre de 54. Le monde va terminer. Et donc, il y avait Schachter dans les auteurs du bouquin, mais Festinger se dit, ce truc-là est intéressant. Donc, ils infiltrent la secte pour voir de l'intérieur comment c'est l'échec d'une prophétie, l'échec d'une croyance extrêmement forte. Et vous pouvez garder en tête, voilà, c'est comme réponds-moi, réponds-moi. On va leur faire un truc de dingue, qu'est-ce qui va se passer? Il se dit, quand, en restant rationnel, si la fin du monde ne survient pas, ce qui est le plus probable, qu'est-ce qui va se passer pour ces gens qui ont investi toute leur croyance subjective
dans la fin du monde avec la planète Clarion. Donc il reste là. Cette nuit apparaît, donc toute la secte est dans la maison de Marion Kitsch. La nuit passe, l'heure fatidique passe, et comme vous le savez, le monde n'est pas détruit. Et là, tout le monde, il décrit, le livre est assez fascinant, on décrit une atmosphère un peu de sidération où les gens sont perdus, ils ne savent pas quoi faire. Et la prophétesse revient en disant « Nous venons de sauver le monde. Par nos prières, nous avons réussi à infléchir les décisions de Clarion. » Les conséquences de ça, c'est quoi ? Les gens ont redoublé de croyance dans le message de la secte, et ça a été évidemment propagé dans des médias, et cette secte a grandi, en fait. When a prophecy fails. À nouveau, on revient au texte que je commente là, qui n'a rien, lui, de prophétique, mais qui est intéressant, sur rien de nouveau sous le soleil, quoi. C'est qu'en fait, un être humain, pour le convaincre ou pour lui transmettre quelque chose qu'il n'a pas, il ne suffit pas simplement de susciter quelque chose de miraculeux. Il faut prendre en compte sa subjectivité à lui. Et ce qui, je trouvais étonnant et assez émouvant dans le projet du Talmud, c'est qu'à nouveau, ce texte n'est pas n'importe où. Ce texte de Rabbi Abahu clôture la première Mishnah du Talmud. Autrement dit, c'est la fin du premier passage introductif de ce texte qui n'a pas de début. Donc à nouveau, qui ici, il a un début, c'est un pur début. Un début qui est un début pour nous dire quelque chose. Et du coup, on peut se demander, donc, ah oui, on retourne au livre des rois. Vous connaissez la fin de l'histoire, qui est une happy end, puisque, évidemment, c'est le prophète Élie qui gagne. Il y a même beaucoup de récits dans le Talmud qui disent que les faux prophètes de Baal avaient même glissé quelqu'un pour allumer par en dessous le feu, mais un serpent est venu et l'a tué, etc. Donc il y a tout un florilège d'histoires. Le point important, Élie gagne. Donc évidemment, le feu descend sur le bœuf de Élie, pas sur les prophètes de Baal. Les prophètes de Baal qui sont égorgés, évidemment, puisque les histoires de connaissances, souvent, dans toutes les traditions, ça a des issues souvent un peu tragiques, existentielles. Donc on pourrait se dire, ah oui, donc la fin de l'histoire est heureuse. Ok. Soit la fin de l'histoire est heureuse, soit peut-être que c'est la première, à mes yeux, c'est peut-être une des premières situations d'humour juif, en fait. Peut-être que c'est une autodérision incroyable. C'est qu'en fait, un texte où les gens se disent « on va investir nos vies d'érudits pour construire une œuvre qui est destinée à traverser des siècles », mais en fait, en le faisant, ce truc-là qui relève déjà d'une forme de miracle de la force humaine, on sait que ça ne suffit pas. C'est-à-dire que pour que quelque chose d'aussi fou que la transmission marche, c'est pas un miracle qu'il faudrait, sur lequel on compte pas, c'est au moins 2, voire 3. Donc peut-être qu'en fait, c'est non pas une bonne nouvelle, mais c'est une sorte de lucidité sur la difficulté, voire l'impossibilité d'une transmission telle qu'elle est conçue par le Talmud de l'intérieur. Et voilà en quoi ces éléments de prise en compte de la place du lecteur par ce texte qui, évidemment, a vocation à être commenté à travers des siècles, en fait, depuis 2000 ans, eh bien, cet aspect-là n'a rien à voir avec les neurosciences, mais là où il a à voir pour moi, c'est dans cette question de la bonne distance, de la bonne posture qu'on peut adopter par rapport à nous-mêmes, soit lecteurs d'un texte, soit sujet d'une expérience. Et c'est de ça dont, voilà, donc c'est peut-être totalement en dehors de ce que Flavia attendait de ma contribution, mais c'est la seule que je pouvais produire. Voilà, j'espère que je n'ai pas été trop long.